attirée. J'ai essayé donc de la contacter et ça a été facile. Elle était donc ravie aussi de venir partager avec nous donc, le livre, le contenu du livre. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le lire en entier, mais Rim, elle a pu donc le lire et on va essayer donc d'échanger sur le sujet avec Rim en tant qu'animatrice et bien sûr avec notre grande écrivaine qui normalement, je ne sais pas, vous avez convenu sur comment... Très bien. Donc je vous laisse la parole, Rim, et après tu vas. Merci d'être là, je suis vraiment très heureuse d'être au Maroc aujourd'hui et en France, à Strasbourg. Je suis contente de voir des visages que je reconnais et puis d'autres que je découvre. Si vous voulez venir, il y a 3-4 places là pour ceux qui sont au fond. Voilà, du coup, merci d'être là un jeudi à 18h. Je sais que pour certains c'est tôt. Et merci beaucoup, Monsieur le Consul, pour cette belle invitation, parce que c'est aussi un livre engagé. Donc pour moi, c'était un symbole fort de venir au Consulat du Maroc à Strasbourg. Enchantée déjà. Merci pour ta venue. Donc ton ouvrage La poule et son plumin, inspiré de tes nombreux voyages, de un peu le mélange culturel que tu as pu traverser au cours de ton existence. Une fiction, je le rappelle, pas un autoportrait, quand même inspiré par la culture, voilà, qui traverse un voyage entre la France, le Maroc, accessoirement un peu aussi d'autres pays. Il me semble que tu es passé par l'Italie à un certain moment. Des influences aussi, pas mal, littéraires, Duras, Camus, Benjelloun pour le côté marocain. Je te laisse peut-être présenter rapidement ton ouvrage, je pense que tu feras mieux que moi au niveau de la thématique qui est traitée. Et ensuite, éventuellement, on passera aux commentaires des thématiques que tu soulèves qui paraissent visiblement, en tout cas, qui émergent de cet ouvrage très important et qui transperce pas mal le roman en tant que tel. Merci beaucoup, Rim. Effectivement, le livre, comme tu l'as dit, parle de plusieurs thématiques, mais c'est d'abord une histoire d'amitié. En fait, c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes femmes, Kinza d'un côté et Fatiha, deux jeunes femmes qui, en fait, symbolisent deux Marocs. Le Maroc de ceux qui vont parler plus français, être au lycée français, le Maroc d'une certaine élite, et la fille de la nourrice, le Maroc de plus, qui parle plus d'Alija, qui va avoir malheureusement, et c'est une réalité, dont l'ascenseur social est cassé. Donc c'est une lutte des classes et en même temps une amitié qui transcende cette lutte des classes, parce qu'on les suit, en fait, ces deux jeunes femmes, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et en fait, à travers ces deux jeunes femmes, c'est aussi toute la jeunesse marocaine qu'on voit, parce que à travers leurs amis, amis IES, mais aussi amis masculins, il y a des personnages secondaires qui sont très importants dans le bouquin. On voit en fait le Maroc actuel, le Maroc d'aujourd'hui, ses rapports à la France aussi, parce que l'histoire se passe en 2011. Et pourquoi 2011? Je le situe de manière très volontaire, parce que c'est une date qui est charnière dans les deux pays, le Maroc et la France. Le Maroc, c'est la montée de l'islamisme. Il y a eu, après les printemps arabes, et les islamistes qui sont arrivés au pouvoir. Et en France, il y a eu une circulaire qui s'appelle la circulaire Guéant, qui a, pendant un an, qui ensuite a été abrogée, mis à la porte beaucoup d'étudiants. Et c'était une circulaire qui a été mise en place après une montée d'un vote de l'extrême droite. Voilà, donc on retrouve un peu l'actualité aujourd'hui. Donc à travers ce livre, c'est plusieurs choses. C'est d'abord comment on devient une femme dans le Maroc d'aujourd'hui, quelle que soit la classe sociale. Est-ce qu'on se libère vraiment de tous les carcans qui sont sur nous? Et est-ce que ça dépend vraiment de la classe sociale ou pas? Et en France, qu'est-ce que c'est que aimer la France, être amoureux de la France, et pourtant se sentir malgré tout étranger? Voilà, donc c'est cette jeunesse qui veut se libérer de tous les carcans, et les pays
parfois lui font subir à cette jeunesse des carcans et elle essaye de se libérer. C'est pour ça d'ailleurs que le livre, je le dédie à cette jeunesse qui se libère et qui vit passionnément. Et aussi, je le dédie à ma grand-mère. Alors ça, c'est quelque chose de plus intime parce que effectivement, c'est une fiction, c'est pas du tout mon histoire. Mais on écrit toujours avec des émotions qui sont réelles. Bien sûr, je me suis inspirée de certains faits ou de certaines choses que j'ai vues. Et surtout, l'amour de la littérature, moi, m'a été donné par ma grand-mère, qui avait une immense bibliothèque, qui lisait beaucoup de livres, qui me lisait beaucoup de livres quand j'étais petite. Et je me souviens un jour, j'avais 7-8 ans, et je suis venue, je passais mes vacances chez elle à Rabat, et j'ai gribouillé une histoire, et j'étais contente de lui lire. Alors c'était pas du tout une histoire qui serait publiable, loin de là, mais elle me regarde et elle me dit j'ai hâte de lire tes livres. Et en fait, ce regard-là, j'avais 7 ans et ce regard, je l'ai encore avec moi quand j'écris, quoi. Et donc, je lui ai publié. Et pour la petite anecdote, je lui ai dédicacé pour la petite anecdote. L'une des seules choses vraies dans le bouquin, c'est le surnom que je donnais à ma grand-mère. Voilà, un des personnages, Kenza notamment, sa grand-mère, elle l'appelle Mamizou. Et moi, ma grand-mère, je l'appelais comme ça. Voilà. Et merci pour cette présentation. L'une des thématiques que tu abordes particulièrement dans ton ouvrage, la question du droit de la femme, la place de la femme dans la société marocaine, mais accessoirement française aussi. Quelques clins d'œil qui sont faits au passage de Kenza, donc personnage principal en France. Qu'est-ce que, finalement, sous ce regard fin 2011, comme tu le mentionnes, quelle place tu attribues à la femme d'un point de vue vraiment sorti du côté très fiction de ton ouvrage? Comment est-ce que tu traduis la place qu'occupe la femme aujourd'hui dans la société marocaine et cette extension française que tu inclus dans ton ouvrage? Oui, effectivement, le livre, il y a le statut de la femme qui est abordé, c'est un livre engagé sur la libération finalement de la jeunesse. Parce que je dis souvent que quand une société où la femme est soumise, c'est une société où l'homme a une définition qui est toxique de sa masculinité, parce que l'homme aussi, en fait, il est soumis quand la femme est soumise. Il y a une frustration des deux sens. Et on a souvent l'impression qu'il n'y a que la femme qui subit, mais l'homme subit aussi. Quand on dit au Maroc, voilà, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, on disait à mes cousins, toi, faut pas pleurer, toi t'es un homme, sois un homme. Et en fait, l'homme subit et ne peut pas vivre sa sensibilité, ne peut pas vivre son émotion. Et moi, il y a beaucoup d'hommes autour de moi, de mon âge, qui n'ont plus envie de ça. Que ce soit au Maroc ou en France d'ailleurs, qui ont envie de vivre leur sensibilité, qui ont envie de voir leurs enfants grandir, d'être un papa poule aussi, et d'être là à 18h ou à 17h pour faire les devoirs et dîner. Et du coup, voilà, il y a toute une redéfinition aussi de la masculinité à travers ce livre. Donc c'est un livre qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, presque plus aux hommes, presque. Parce que, bien sûr, on voit l'intimité de la femme, l'intimité féminine, comment deux jeunes filles grandissent, mais ça, c'est un livre qui vraiment, je l'ai écrit en m'adressant aussi aux hommes. Et par rapport à ta question, je pense qu'aujourd'hui, comme je discutais avec plusieurs personnes ici, je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, les femmes sont fortes, les femmes sont courageuses, les femmes veulent se libérer. On est dans une société qui évolue. Moi, je suis très optimiste pour le Maroc actuellement. On a une jeunesse incroyable et puis même une société civile qui fait plein de choses et un gouvernement, un parlement aujourd'hui avec la défaite justement des islamistes et le nouveau gouvernement et le ministre de la Justice qui veut faire une réforme sur le droit à l'avortement notamment et pas que, beaucoup d'associations qui œuvrent pour, et puis c'est de plus en plus c'est très criant comme réalité. On en parlait, c'était comme ça il y a 40 ans, ça l'est encore aujourd'hui. Malheureusement, il y a juste 2 jours, une jeune fille de 14 ans est décédée au Maroc suite à un avortement clandestin. C'est une réalité en fait, c'est pas que de la fiction. L'histoire est inventée, mais c'est une réalité criante.
Et donc, voilà, j'ai voulu montrer ça. Le rapport à la femme, donc le statut de la femme au Maroc, ce qui est fou, c'est que culturellement, parfois c'est même elle qui tient le foyer, la femme, et pourtant les lois la soumettent. Et donc quand on a la chance d'être avec des hommes cultivés, éduqués, dans un environnement, un cocon, quelque part, on n'a pas de problème. Mais si malheureusement on est dans un endroit, un village, une famille où c'est plus traditionnel, où c'est juste plus... on a moins de chance, et ben on peut subir, et comme la jeune fille d'il y a 2 jours, malheureusement, en mourir, quoi. Donc c'est vraiment une réalité criante, quoi. Il y a des bébés dans les poubelles, enfin c'est très dur comme réalité au Maroc. Donc voilà. Quand on a de la chance, on peut vivre de manière complètement émancipée, et si on a affaire à la loi à un moment, eh ben on subit. Et on subit quand on est une femme plus que quand on est un homme au Maroc. C'est pour ça que des femmes et des hommes font tout pour changer la loi, qui en fait est une loi désuète, qui n'a plus rien à voir avec la culture actuelle et même l'émancipation des mœurs. Donc, enfin voilà, moi je suis très optimiste pour le Maroc. Concernant la France, c'est le statut de la femme qu'on dirait arabe, musulmane, maghrébine. Il y a plein de clichés en fait que je montre un peu dans le roman. Alors Kenza, un des personnages du livre, arrive en France. Elle est totalement francophile, de culture très forte, double culture franco-marocaine. Elle chante avec sa grand-mère des chansons de Dalida, de Jacques Brel, etc. Parce que l'histoire du protectorat a fait que voilà, les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient cette culture-là. Et donc elle arrive dans cette France qu'elle connaît par cœur. Et en fait, elle se rend compte, par l'image qu'on lui renvoie, que la France ne la connaît pas, en fait. Et c'est une déchirure intime, parce que c'est une blessure. Elle se dit, mais ce pays que j'aime, parce qu'elle aime Baudelaire, elle aime Brel, elle aime Jean Ferrat, elle aime Barbara, cette France-là, elle lui rappelle sans cesse, parce qu'elle s'appelle Kenza, parce qu'elle est censée être maghrébine, j'aime pas ce mot, parce qu'elle est censée être musulmane, et il lui rappelle sans cesse, mais comment ça se fait que t'as pas d'accent quand tu parles, mais pourquoi tu mets pas le voile, mais enfin elle dérange parce qu'elle fait pas, elle ne rentre pas dans l'idée qu'on a de cette femme complètement fantasmée qui n'existe pas, de la femme musulmane, soumise, traditionnelle, et donc c'est ça que je voulais questionner avec le bouquin, c'est montrer finalement que cette idée qu'on a parfois de l'islam, du monde arabe, on met tout et n'importe quoi dans une sorte de grand sac qu'on appelle le monde arabe. Et à un moment, Kenza, dans le bouquin, elle est à Sciences Po, et donc il y a une association qui s'appelle Sciences Po Monde Arabe, et ils viennent, ils lui disent mais tu veux pas faire partie de notre association? Et là, elle les regarde, elle leur dit, mais déjà, je ne suis pas communautariste, et en plus de ça, qu'est-ce que vous entendez par monde arabe? Et donc, ils lui disent dans le livre, on parle des sujets du Moyen-Orient, mais c'est des Maghrébins qui sont dans l'association. Et elle leur dit, mais vous vous rendez pas compte que Tanger a plus de liens avec Grenade qu'avec Bagdad. Et c'est ça la vérité. Donc c'est une réflexion identitaire. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Est-ce que Kenza, par exemple, dans le roman, va se sentir beaucoup plus méditerranéenne, elle va en Italie à un moment, tu l'as mentionné, que proche peut-être des Saoudiens. Enfin, et c'est une identité à elle, tout en étant de culture musulmane très forte, mais tout en réfléchissant sur sa spiritualité. Donc voilà, elle déjoue un peu finalement des clichés que souvent on peut voir et qu'on peut subir. Il y a Jean-Luc Godard qui est parti il n'y a pas longtemps, et ce grand cinéaste avait une phrase que j'adore qui est ce sont les marges qui tiennent les pages des livres. Et qu'est-ce que c'est les marges en fait? Les marges d'un livre, c'est l'espace, le silence, le blanc, mais c'est aussi tous les individus qui peuvent se sentir à la marge
comme typiquement des personnes parfois en France qui vont avoir une double culture, des choses qui rentrent pas trop dans les cases, et en fait c'est eux qui tiennent les pages, c'est eux qui tiennent, qui donnent la richesse en fait de pays, et on parlait à midi, Rim et moi, d'un livre que j'aime beaucoup d'Amin Malouf qui s'appelle Les Désorientés, et qui il y a les désorientés et il y a aussi l'essai Identité meurtrière, et il dit que de plus en plus dans un monde ultra mondialisé, on va avoir des personnes qui ont des doubles, des triples cultures, des quadruples cultures, et c'est beau en fait, mais c'est beau à partir du moment où on est apaisé avec notre identité. Et parfois ça peut être dur, mais à partir du moment où on l'est, et ben on peut déjouer tous les clichés et devenir un pont entre les mondes. Et c'est ça qui est beau, je trouve, en littérature, c'est qu'on peut décider de faire que deux mondes se relient, se parlent, et à travers la fiction, déjouer certains clichés. Et c'est pour ça que pour moi la littérature a un rôle qui est engagé, qui est fondamental dans une société. Tu rentres dans l'intime, sous une histoire d'amitié, etc., montrer les douleurs, les peines et les joies des différents personnages, et qui sont en fait vous et moi. Merci pour cette réponse complète. Tu parles de pont, tu parles de différentes rencontres entre identités. Il y a un autre aspect assez touchant dans ton roman. Tu parlais de ta grand-mère tout à l'heure. L'évocation du grand-père de Kenza, personnage du roman, rapidement conseiller de feu Hassan Tani. Finalement, cette mention que tu fais, ce retour assez habile finalement entre la génération expérimentée et puis cette nouvelle génération pleine de fougue qui à la conquête d'un monde inconnu, et paradoxalement également inconnu auprès de la génération des grands-parents de Kenza. Comment est-ce que toi, tu inclus ça dans une réalité sociale aujourd'hui, ce pont justement que tu essaies de créer dans ton roman entre jeunesse alerte et finalement très avertie de sujets de société contemporains, et regard un peu plus sage, un peu plus reculé d'une génération expérimentée. Alors effectivement, il y a un pont, mais il y a aussi, on voit que parfois la sagesse, elle vient aussi de la jeunesse, et elle vient parfois de la génération expérimentée, mais par exemple dans le roman, les deux grands-parents, enfin surtout le grand-père, on voit un moment qui change avec Kenza, qui le fait évoluer, parce que voilà, c'était important pour moi, une petite mouche qui a décidé de m'embêter. Ce qui était important pour moi, c'est derrière cette amitié montrer, faire une sorte de fresque historico-politique du Maroc et de la France, et des relations France-Maroc. Parce que quand je suis arrivée en France à 18 ans, j'étais un peu fatiguée qu'on me dise tout le temps « Ah, tu viens du Maghreb », comme si l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est pareil, alors que chaque pays a sa richesse. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un roman où je voulais montrer l'histoire du Maroc, donc fin des années Hassan II et début des années Mohamed VI, avec l'émancipation et la volonté de liberté que le roi actuel donne à la jeunesse, aux femmes, cette volonté de réforme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi un titre qui est une expression typiquement marocaine, Djajab Kamounha, qu'on comprend dans le livre quand on ne la connaît pas. C'est parce que je voulais un livre sur le Maroc et pas un livre sur le Maghreb. Parce que bon, je l'ai publié en France, et c'est ça, cette identité, je la revendique. C'est pas un livre maghrébin, c'est un livre marocain. Et c'est pas la même chose que l'histoire de la Tunisie ou que l'histoire de l'Algérie. Et voilà, il y a toute une histoire du royaume qui est très belle, une histoire. Moi, je reste sur vraiment la fin des années Hassan II et le début des années Mohamed VI. Et par rapport au grand-père et donc à la transmission, en fait, il y a un couple, les grands-parents, qui représentent un peu deux faces du Maroc. Le Maroc de la tradition, le Maroc très rigide. Le grand-père, c'est un ancien conseiller du roi Hassan II, comme tu l'as dit, Rim, qui ensuite a été gouverneur.
à Casablanca et au nord du Maroc. Et donc il représente ce Maroc rigide, strict, d'un homme qui est dur, qui montre de la tendresse à sa petite fille, mais de la tendresse militaire, quoi. Et comment cet homme-là, qui est un peu prisonnier du passé, comment il fait face à cette jeune fille qui est tout feu tout flamme et ce Maroc de la jeunesse marocaine qui veut briser les carcans. Et à côté de ça, il y a cette grand-mère qui représente un Maroc moderne, beaucoup plus malléable, beaucoup plus ouvert. Et on voit ces deux réalités-là. Donc la transmission, elle se fait à la fois, évidemment, des grands-parents aux enfants, aux petits-enfants en l'occurrence, mais on voit aussi que, quelque part, ils voient le changement, quoi. Et il y a autre chose qui est important, c'est la langue, le rapport à la langue. Le Maroc, c'est un carrefour de civilisation, et il y a plusieurs langues. Il y a bien sûr l'arabe dialectal marocain, la darija, il y a l'arabe classique, il y a le français, il y a l'espagnol au nord du Maroc, il y a la mazir. Donc c'était aussi la langue que j'ai voulu travailler dans ce roman. Alors là, je parle surtout de darija et de français, le rapport entre un triangle en fait, entre l'arabe classique, l'arabe marocain et le français. Et j'espère, nous qui parlons de transmission, là je vous donne une info en avant-première, c'est que je suis en train d'écrire sur un deuxième roman, et le rapport à la langue est aussi quelque chose d'important pour moi dans le deuxième roman, et la transmission. Mais là, ce sera plus d'autres identités du Maroc que je vais mettre en avant pour le deuxième. J'espère venir vous en parler aussi à Strasbourg quand il sortira. Et là, il faut prier pour que j'arrive à bien l'écrire, et puis après, on verra. Finalement, peut-être un dernier point qui transperce beaucoup ton roman, tes influences. Comment est-ce que tu les définis à travers une biculture clairement ressentie entre la France et le Maroc? Tes influences cette fois littéraires, musicales aussi, tu en parles beaucoup dans ton roman. Comment est-ce que finalement tu crées cette identité de Kenza à travers ces expériences culturelles? Comment est-ce que tu définis Kenza purement au-delà de l'aspect identitaire, sa caractéristique culturelle? Comment est-ce que toi tu la retransmets dans ton identité propre? En fait, pour moi, justement, cette jeunesse qui essaie de se libérer, mais qui est la jeunesse marocaine, mais pas que la jeunesse marocaine, qui est une jeunesse de tous les pays, essaye de s'émanciper. Et moi, personnellement, Kenza, je sais pas, c'est mon personnage, et puis elle a sa vie, mais dans le livre. Mais moi, personnellement, par rapport à une certaine identité, je me définis pas comme... J'aime beaucoup une phrase, je crois que c'est Jean d'Ormesson qui disait « Ma patrie, c'est la littérature ». Et alors, on est au consulat du Maroc, et je suis très fière du Maroc, et je suis très fière de la France et d'appartenir à ces deux pays. Mais quand même, moi, je dirais aussi, ma patrie, d'abord, c'est la littérature, parce que c'est pas une question d'une culture ou de l'autre, et d'influence. Je ne suis pas influencée que par des écrivains marocains ou que par des écrivains français. J'adore par exemple Vargas Llosa qui est péruvien. Je voyage avec Mizubayashi, je vais en Asie. Et c'est ça qui est beau, c'est que la littérature c'est d'abord un voyage, la musique aussi. Et je trouve que pour atteindre l'universel dans un roman, on parle de l'intime et on ne parle pas que du culturel. L'intime, c'est d'abord l'humain. Et en fait, qu'on soit marocain, japonais ou péruvien ou hindou, on va pleurer, on va rire, on va avoir des émotions, on va avoir une mère, un père qui nous auront façonné quand on était petits, des frères et sœurs, notre place dans la fratrie qui va faire que on va se sentir plus ou moins à l'aise, timide, joyeux, des rêves, des ambitions. Et ça, c'est international, ça transcende. Et pour moi, c'est un peu ça, l'envie même d'écrire ce livre, c'est qu'en fait, je voulais montrer par certains personnages que on ne peut pas être défini par une zone géographique.
On ne peut pas être défini par une religion, on ne peut pas être défini par une couleur de peau, un genre. On est d'abord, et elle le dit à un moment d'ailleurs, Kenza, dans une des lettres qu'elle écrit à sa grand-mère, elle dit, en parlant de certaines personnes en France qui la ramènent toujours à cette identité, elle dit, je l'ai tellement travaillé le livre que je le connais par cœur, hein, elle dit, on ne demande jamais si je préfère le salé ou sucré, le rock au jazz. On se demande juste pourquoi je bois du vin et je mange du porc. Et donc à un moment, elle rencontre le personnage d'Alexandre qui, et c'était un clin d'œil aussi, c'est qui lui pose des questions, toutes ces questions de l'ordre de l'intime et donc de l'humain, de est-ce que tu préfères le rock au jazz, est-ce que tu préfères le salé au sucré. Et en fait, c'est ça le plus important dans l'humain, et c'est ça que montre la littérature. Et c'est en dépassant tout ça, les questions purement, on va dire, finalement, et j'adore les relations internationales, c'est pas le sujet, mais de frontières, de pays, pour aller dans l'intime. Et le livre, c'est que sur ça. Donc voilà, pour moi, je vais pas me définir, je suis 100% française, 100% marocaine, comme on disait, mais en même temps, et très fière des deux cultures, mais en même temps, je pense que la littérature ne doit pas avoir de frontières. Parce que sinon, voilà, on m'a dit, au Maroc, j'étais au salon du livre à Rabat en juin, et j'ai fait une tournée dans plein de pays, plein de villes, et on m'a dit, ouais, mais est-ce que ça touche, et ça c'est une histoire sur le Maroc, avec quand même, c'est très marocain, est-ce que ça touche les autres? Est-ce que les Français qui n'ont rien à voir avec le Maroc, ça les touche? Est-ce que et alors c'était rigolo parce que je venais de recevoir des messages de personnes qui avaient lu mon livre et qui n'étaient même pas ni du Maroc ni de la France. C'était une Russe, rien à voir, qui parlait français. C'était une Tchèque, une Américaine. Et en fait, elles m'ont toutes dit, et il y a eu même des hommes aussi qui m'ont dit, un Suédois, tiens, et qui m'ont dit c'est fou parce que ça me parle. Ça me parle soit parce que j'ai déjà ressenti ce côté être étranger dans plusieurs endroits et ne pas me sentir à ma place. Ça me parle parce que ma construction en tant que femme. Ça me parle parce que ma construction en tant qu'homme. Et donc c'est ça que j'ai trouvé très beau et du coup j'ai pu répondre que oui, ça avait l'air de toucher des personnes au-delà de la France et du Maroc et ça c'était mon principal objectif aussi. Quand on écrit, on essaie de toucher l'humain et pas le marocain ou le français en nous. On essaie de toucher l'humain, quoi. Belle victoire à ce sujet. On va peut-être laisser la parole à ceux qui auraient des questions à adresser à Zineb. C'est le moment. Il y en a déjà parmi vous qui ont des questions. C'est pas grave si vous n'avez pas lu le livre. Hein. L'idée, c'est que vous ayez envie de le lire après la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on l'a lu à travers. Avec ce que je disais, ouais. Moi, j'ai déjà lu le livre lorsqu'il est sorti en mars. Comme le thème, il y a des thèmes qui m'intéressent dans le roman que vous avez écrit, surtout le thème sur la sexualité, sur la question de l'intime, sur la question des rapports entre les gens. Donc ça vous avait un peu, je dirais, bien examiné cette problématique ou cette topic-là. Alors au niveau de la construction, je trouvais que c'était intéressant. Il y a la mise en abîme, il y a aussi l'usage de l'ellipse, en tant que... Donc là, il y a référence à Camus, à d'autres écrivains. Vous faites des clins d'œil aussi à Benjeloun, à d'autres. Mais ce qui était intéressant et que je trouvais complémentaire avec, je dirais, avec Slimani et avec l'autre, c'est que qu'il y a maintenant, dans le Maroc, ou même, je dirais, en France, un mouvement que vous êtes l'une des figures, je parle qui veut lever les tabous, qui essaie aussi d'insister non pas sur le cadre macro-libertaire, mais micro-libertaire, à savoir les libertés personnelles, les libertés individuelles, et qui vont même plus loin que les écrivains hommes.
je connais un petit peu le roman marocain, il n'osait même pas parler de la sexualité, de l'onanisme, de la masturbation, de la femme, etc., etc. Et ça, c'est lever le voile sur beaucoup de choses, beaucoup de tabous qu'on a, etc. Et aussi sur le fait du chérifisme, la question du shérif. Parce que là, je trouvais que l'opposition entre Kenza et Fatiha, c'était vraiment Kenza qui est chérifienne, qui appartient à une famille chérifienne, qui a été le chérifisme, là, je le rappelle, au XVIe siècle, a joué un grand rôle pour la résistance contre les Ottomans. Mais il a été dévoyé à partir du XIXe. Donc, et dévoyé dans la culture, je veux dire. Et je trouvais que c'était intéressant. Donc, moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est par rapport à ce trio que vous formez avec Slimani et avec d'autres. C'est en tout cas au niveau littéraire. Hein. Je ne parle pas au niveau hors de la loi, etc. Hein. Mais au niveau de la littérature au mouvement. Hein. Ce qui m'intéresse aussi, pas que le côté personnel, mais aussi le côté Alors, merci déjà. J'ai l'impression qu'il y a eu des compliments dans ce que vous avez dit. Il y a plusieurs choses déjà par rapport au côté chérifien, etc. Moi, j'ai pas de jugement, c'est un livre de littérature, mais c'était pour mettre en avant des choses qu'on connaît au Maroc, mais qui ne sont pas connues. Et justement, ce côté, je veux montrer la spécificité du Maroc, rendre ça, ou donner une sorte de puissance littéraire, continuer à donner au Maroc. C'était aussi mettre en avant des choses culturelles orales ou traditionnelles qu'on n'a pas l'occasion de montrer forcément dans les livres. Donc c'était important pour moi de montrer une des facettes du Maroc, qui est un royaume chérifien. Et peut-être que j'en montrerai d'autres dans mes prochains livres. Maintenant, ce ne sera pas forcément que le Maroc dans les prochains livres. Il y a plein d'autres beaux pays. Mais voilà, la littérature fait voyager aussi. Mais en tout cas, dans le deuxième, ce sera le Maroc aussi. Et par rapport au courant littéraire, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez fondamental qui est en train de se passer aujourd'hui dans les auteurs qui écrivent en français et qui sont franco-marocains ou marocains, c'est qu'il y a de plus en plus de voix féminines. Alors qu'il y avait en fait toute une génération de voix masculines. Notamment Choukri, Tarab Tishraibi, et je pense que c'est une question aussi de génération, parce que je crois que... Et alors que les hommes qui écrivent encore, ont beaucoup soulevé l'émancipation de la femme, ou la question de la femme, mais c'était pas les femmes qui le faisaient. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, on se permet plus, et qu'on est peut-être un peu plus rock'n'roll, mais non, mais je pense qu'on se permet parce que peut-être qu'on peut se permettre. Il y a aussi ça, c'est peut-être que justement, grâce à nos mamans, à nos grands-mères, qui sont des femmes fortes, courageuses, pas du tout soumises dans le sens où on a... et qui pourtant ne vont pas se permettre elles, elles nous ont peut-être transmis quelque part un courage qui fait que les filles, elles se sentent plus du tout obligées de se taire. Et moi, je pense que ça vient de nos mères et de nos grands-mères qui ont peut-être préparé un peu de terrain sans se permettre elles-mêmes et qui maintenant, en fait, via nos voix, nous, on se dit que comme on n'a pas grandi avec une sorte de « attention, tais-toi, ne dis pas ça, chouma, c'est la honte », et en fait, du coup, on n'a pas de... Et alors, malgré tout ce que je dis, effectivement, il y a des scènes crues dans le livre, parce que c'était un thème qui m'importait. Mais je me souviens que j'ai failli tomber dans l'autocensure. Et en parlant à mon éditeur, j'avais envie d'écrire sur ce sujet, parce que pour moi, c'est un des sujets qui est un des sujets fondamentaux du Maroc aujourd'hui. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien écrire sur l'émancipation de la jeunesse.
le rapport à la sexualité, parce que ça engendre en fait des problématiques sociales, la violence, la frustration qui va engendrer beaucoup de problématiques sur l'espace public au Maroc. Quand on marche dans la rue en tant que femme, c'est l'enfer. Il faut le dire. Enfin, moi, je me rappelle quand je suis arrivée ici, je me disais au début, tiens, c'est rigolo, c'est très calme la rue à Paris. Alors que j'étais vers Châtelet, quoi, donc pas du tout calme. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, comment ça se fait que j'ai vraiment l'impression que c'est calme? Et en fait, c'est juste que personne ne me parlait, quoi. Personne ne m'embêtait, personne ne me disait, ah, Zouina. Hein. Mais c'est vrai, alors que c'est pas l'espace public, la rue au Maroc n'appartient pas aux femmes. C'est très gênant de marcher devant la terrasse d'un café, et donc quelque part on s'auto-limite, et c'est dommage, et j'espère que ça va changer. Du coup, je me rappelais plus ce que je disais au début, parce que c'était important pour moi. Ah oui, par rapport aux femmes, moi je pense qu'il y a vraiment ce côté ne pas tomber dans l'autocensure. Et donc cet éditeur, voilà, j'ai retrouvé, m'a dit, écoute, si tu veux parler de ça, très bien, ça peut être très fort, mais ne t'auto-censure pas. Si tu t'auto-censures, c'est pas la peine. Et donc j'avais vraiment ça en tête. Et il y a quelques scènes qui, je pense, font aussi la force du livre. Et ben, je me suis vraiment posé la question en me disant, j'ai envie de les écrire. Et là, je me suis dit, ouais, mais et si, imagine, et si mon grand-père le lit, et si, et comment ils vont le prendre, et les gens, et là, je me suis dit, oulala, là, si tu commences à dire, et si quelqu'un le lit, et comment ils vont le prendre, etc., c'est foutu, tu vas plus faire de la littérature, tu vas faire soi, tu vas faire de la politesse, donc c'est pas la peine. Et donc, je me suis dit, ok, ben, je vais pas m'auto-censurer, je vais l'écrire, et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que quand, du coup, le livre a été prêt, et qu'il a été publié, je me suis dit, comment ça va être pris ? Et vraiment, je me suis posé la question, comment ça... En France, c'est pas du tout considéré comme un livre exagéré, ou... c'est presque bon enfant, quoi. Mais au Maroc, effectivement, ça aurait pu être quelque chose de... Et en fait, pas du tout. Et je pense que c'est en ça que je pense qu'une question de timing, c'est que c'était le bon moment, peut-être, aussi pour une société qui, en fait, en a marre des non-dits. Et j'ai été vraiment très, très agréablement surprise parce que le Maroc et les Marocains se sont emparés du livre et l'ont porté. Sans moi, et le porte encore. Et je me souviens, en allant faire ce tour de plusieurs villes au Maroc, Chokran, et ben, j'ai eu des moments mais magiques, mais d'une émotion incroyable. Je me souviens encore, j'étais à Rabat, et en marge du salon du livre à Rabat, cette année c'était à Rabat, normalement c'est à Casa, et ben, je suis allée dans une librairie, et il y a une jeune fille qui est venue, elle avait 17 ans, 17-18 ans, elle passait son bac, et elle n'osait pas venir me parler. Et sa mère, elle est venue me voir, et elle m'a dit, vous savez qu'on a fait 1h30 de route pour venir vous voir, parce qu'on vient de Jdida, ou je sais pas, et puis il y avait des embouteillages, enfin bon, bref. Et donc elle vient d'une autre ville, et elle me dit, mais elle voulait absolument venir, donc moi je suis allée voir la petite, et je dis, ah, ben, merci beaucoup. Et la petite m'a dit, merci beaucoup pour ce livre, c'est mon livre préféré maintenant. Bon, elle a 18 ans, donc elle a le temps de changer d'avis, mais merci, ça me fait du bien, et ça m'a fait tellement de bien de lire ça, je me sens moins seule, et j'ai choisi pour le bac, quoi. Et j'ai eu une émotion, et ça m'a tellement touchée, et il y en a eu plusieurs. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu déjà filles de 18 ans, il y a eu des hommes de 50 ans qui m'ont dit merci parce que je vais l'offrir à ma fille, je vais l'offrir à ma femme. Il y a eu des femmes de tous les âges aussi qui m'ont dit bah, c'est fou, à la fois c'est triste parce que ça n'a pas changé, mais à la fois c'est beau parce qu'on s'y retrouve. Et il y a plein de gens qui m'ont dit bah, merci parce que faut arrêter avec l'hypocrisie. Il faut arrêter de se dire chouma, ça se fait pas, il faut pas le dire, la femme c'est un... Bah non, c'est pas un objet, enfin, c'est pas un beau tableau qu'on va poser. La femme, elle vit, et la femme, ça n'existe pas. C'est chacune
chaque femme a ses déconstructions, ses reconstructions, et c'est quoi l'intimité d'une femme? Et en fait, c'est ça que le livre montre, parce qu'on a souvent tendance de parler de l'intimité masculine, mais pas de l'intimité féminine. Et voilà, donc c'était effectivement osé, mais je suis vraiment très heureuse de l'accueil que le Maroc, je peux le dire en plus parce que je suis au consulat du Maroc, que le Maroc fait en tant que Marocain citoyen et en tant que même le Maroc en tant que pays, le gouvernement, les institutions, que le Maroc fait au livre, et je pense que justement ça participe au fait que je suis très optimiste pour l'avenir du Maroc, ouais, en termes de liberté en tout cas individuelle. Voilà. Je suis très longue dans mes réponses. Merci beaucoup. Alors moi j'aurais voulu juste revenir juste sur le titre. C'est-à-dire comment, je connais l'expression Jaja Fermont. Et j'aurais bien voulu savoir comment ça se traduit au niveau de l'écriture. Est-ce que c'est un objectif à chaque thématique? C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à voir tout ce qu'on veut, la totalité, ce que j'ai pu comprendre. Et comment ça se traduit? Comment ça se traduit dans le livre, cette expression? Parce que ça porte quand même le titre du livre. Oui, c'est vrai. Et je voulais quand même dire, avant de continuer, c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit, et à partir aussi des questions qui étaient pertinentes, je trouve que vous ouvrez des espaces, vous ouvrez des portes qui étaient toujours fermées. Ça pour moi, pour quelqu'un qui fait écrivain comme vous aussi, donc c'est ce qu'on recherche en fait dans la littérature, tout le temps. C'est qu'il y a comme des portes qui sont fermées, et on voit qu'à l'intérieur, les individus ne sont pas épanouis. Donc on essaie d'écrire et de circonscrire, c'est ça, de circonscrire la problématique pour essayer d'ouvrir les portes. Et ça, moi je trouve que c'est la force du livre. C'est vraiment l'ouverture des espaces. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche parce que pour moi c'est vraiment un des principaux sujets, ou une des principales forces de la littérature, c'est ça, c'est ouvrir des portes. Là où on pensait qu'il y avait des murs. Et c'est ça qui est important. Le titre, en fait, déjà je le trouvais très original, parce qu'il y a un côté, quand on connaît l'expression, on rigole tout de suite. On est là, on fait tout de suite la traduction dans sa tête, et moi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit tiens, c'est le titre des Marocains qui m'ont dit le titre m'a donné envie, parce que tout de suite je me suis dit non, mais c'est pas l'expression, parce que c'est tellement oral qu'on s'attend pas à ce que un livre, donc l'écrit, porte cette marque de l'oralité, et du coup ça a pas mal plu. Et quand on connaît pas l'expression, quand on parle pas forcément arabe, marocain, etc., on est un peu étonné, on dit c'est quoi ce truc, la poule et son cumin, et du coup voilà, il y a un côté un peu étrange et dérangeant que moi j'aime bien. Donc c'était pour bousculer les lignes dans le titre même. Et puis effectivement après c'est une sorte de métaphore du livre, parce que c'est quand même aussi quand même beaucoup centré sur la lutte des classes, mais pas forcément une lutte d'un point de vue une violence, mais c'est une réalité qui existe au Maroc. Et donc Djajab Kamouna, c'est ce fait, j'ai pas envie de le raconter, parce que vous allez le lire, et à un moment on comprend pourquoi dans le roman à la fin, parce que quand même il faut lire le livre. Si je vous l'avais expliqué dès le début, vous l'aurez pas lu, mais donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait un petit clin d'œil à toutes les thématiques, et en même temps qu'il y ait une sorte d'originalité. Moi il y a beaucoup de livres ou de films que j'aime bien, qui donne un titre qui est à la fois original et qui dit rien du livre. Parce que si je vous disais, j'avais une expression qui expliquait quelque part la fin, ou je sais pas, moi je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Et du coup là, en fait on peut pas comprendre l'histoire
en ayant que le titre. Et donc ça donne juste, j'espère, un peu envie. Et puis après, et ce qui est bien, c'est que ceux qui ne connaissent pas l'expression, ils sont contents à la fin parce qu'ils disent ah super, j'ai une nouvelle expression. Alors moi j'ai plein d'amis qui sont pas du tout marocains et qui maintenant utilisent l'expression et c'est trop drôle parce qu'ils sont là à dire ah oui bah t'as peut-être trouvé la poule et son cumin. Alors c'est rigolo parce que on rend un truc qui est complètement dialectal, oral, etc. dans les mœurs et dans les expressions d'usage. Et c'était aussi important pour moi parce que je mettais en avant la darija, qui est l'arabe marocain, qui pour moi est fondamental dans notre identité, parce que beaucoup parlent d'autres langues, voilà, que ce soit le français, la mazir. Et le darija, pour moi, c'est une langue qui mériterait qu'on lui donne ses lettres de noblesse, et la littérature peut aider. Monsieur Mathias, qui veut poser une question? Bonjour. Je ne viens pas du tout du monde de la littérature, auquel j'ignore tout, mais quelques-uns de vos propos m'ont interpellé. Moi qui viens du monde des carrefours, entre mon judaïsme, ma marocanité, mon appartenance aujourd'hui culturelle à la France, avec une femme alsacienne, donc c'est une sorte de melting pot parfois incertain. Et je me faisais la réflexion toute bête de vos personnages. Je n'ai pas encore lu le livre, je viens de le recevoir. Deux personnages, Kenza et Fatiha, c'est bien ça. Le trésor et l'ouverture. Ouais, j'ai choisi les prénoms, effectivement. Oui, avec une sœur, Meftaha, qui a encore une ouverture dans l'ouverture. C'est ça, est-ce que les personnages de votre roman sont dus au hasard ou est-ce que ça aussi s'est construit? Ça me ramène à la deuxième réflexion sur le particulier et l'universel. Les identités, comment voulez-vous créer une identité, allez, on va parler comme Kant, cosmopolite, s'il n'y a pas d'abord un enracinement profond? Et il me semble que beaucoup de Marocains, pour lesquels j'ai une affection sans borne, c'est une impression, hein. Il y a une sorte un peu de gêne par rapport à la culture française, environnante, occidentale, alors que il n'y a pas à rougir. Au contraire, il y a une richesse colossale, qui, pour des raisons historiques, pour des raisons géopolitiques, que sais-je moi, ont été un peu éclipsées. Et enfin, sur l'autocensure, j'aimerais bien savoir où se situe la ligne de césure entre l'autocensure et la pudeur. Vous l'avez pas encore lu, le livre. Non, mais donc il n'y a pas de message caché, tout va bien. Oui, je viens d'une vieille famille espagnole, puisque c'est comme ça qu'on a retrouvé le Maroc en 1492, c'est-à-dire avant-hier, qui a vécu dans le crypto-judaïsme, et on nous a appris à crypter pour pouvoir mieux décrypter. Donc, et surtout, je pense que vous êtes un espoir extraordinaire. Pourquoi? De venir plus souvent à Strasbourg. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes également une sorte de pont entre, et vous allez probablement jouer un rôle lorsque la traduction en hébreu paraîtra. Vous savez que c'est en cours. Ça ne m'étonne pas. Car vous aurez tout un lectorat marocain de certaines voix étouffées pendant 50 ans, 60 ans. Et aujourd'hui, on attend nos frères marocains musulmans qui viennent nous... Alors, il y a eu la génération des Labis, des Khatibi, que j'ai bien connus. Ils étaient encore dans l'hier. Vous êtes le demain. Et il me semble que, alors,
Il y aura les politiciens, les diplomates, tu m'excuseras Driss, qui vont faire leur boulot, et ce qui est normal. Elle est aussi diplomate. C'est la diplomatie culturelle. Elle-même aussi. Je te comprends, il faut toujours ramener à la diplomatie les grandes intelligences, mais peut-être qu'elle est un peu trop libre, donc je ne sais pas si tu vas y arriver. Donc je pense que vous êtes un véritable espoir pour demain, dans le sens où, mais en même temps je suis en train de vous mettre une pression sur les épaules. Non, vous avez une modestie extraordinaire. Donc je pense que les Israéliens accueilleront votre ouvrage avec, en fait, je vais vous dire ce qui se joue aujourd'hui en Israël, c'est qu'enfin on a retrouvé nos frères desquels on était un petit peu éloignés, et ça redonne du baume au cœur. Et celui-là, vous allez guérir les mots MAUX par vos mots MOTS. DS, pardon. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce beau message. Je suis très heureuse parce que le livre va être traduit en italien et en arabe classique, mais j'espère en cours pour la version hébreu, parce que justement il y a un éditeur en Israël qui serait peut-être intéressé, et c'était important pour moi parce qu'il y a beaucoup de Marocains, en tout cas d'Israéliens d'origine marocaine qui vivent là-bas, et donc voilà, et puis même l'identité multiculturelle du Maroc fait que c'était important pour moi. J'espère peut-être avoir une traduction en amazigh aussi. Donc voilà, on va voir. Donc c'est vrai que c'est un livre entre pudeur et autocensure. Alors paradoxalement, il y a des scènes qui sont fortes, et il y a quand même beaucoup de pudeur. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est ce qu'on appelle une écriture assez blanche. C'est-à-dire que je donne pas de, je donne pas mon avis, je montre. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a de la pudeur, parce que c'est pas mon avis que je donne, c'est par des choix de structure, des choix de scène, je vais mettre en avant des thèmes, mais je vais montrer la réalité. Et la réalité peut être crue, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autocensure, parce que parfois on a envie, parce qu'on aime le Maroc, de faire l'autruche et de fermer les yeux sur des scènes qui existent. Et donc, moi je ne fais pas l'autruche et je montre ces scènes que parfois on ne veut pas montrer, en prenant des récits de vie, mais je les montre. Je les explique pas et je ne les commente pas. Je dis pas ah franchement c'est pas bien. et donc c'est en ça qu'il y a de la pudeur. C'est que après je laisse la réalité. Elle peut être, la nature est parfois très dure, mais c'est pas pour autant que elle est pas vraie. Et pour moi voilà, cette limite là très personnellement je la mets là-dedans. La limite entre l'autocensure et la pudeur, c'est accepter de montrer des choses dures, mais sans dire, sans donner mon avis, sans être dans l'emphase ou le lyrisme, parce que c'est pas sa place, je trouve. C'est pas, en tout cas pour moi, j'ai pas eu envie de. Peut-être c'est mon côté pudique andalou aussi d'origine, mais voilà. Donc pour moi c'était ça la différence. Et puis le côté cosmopolite entre être enraciné et en même temps accéder à l'universel. Moi j'en suis convaincue. Je pense que plus c'est de l'ordre de l'intime, plus c'est de l'ordre de l'universel. Plus c'est de l'ordre du très 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 géographiquement centré, et plus on peut toucher à quelque chose de très 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 international. Il y a des très beaux textes que j'ai lus sur des villages
un petit village en Inde où on parlait de traditions très très spécifiques, le rapport entre la nature et la culture, le sacré. Et c'est des textes qui m'ont touchée alors que je n'ai rien à voir ni avec ce village, ni avec cette réalité, ni avec... Et c'est parce que c'est très enraciné que du coup, moi, ça m'a touchée dans quelque chose qui est de l'ordre de l'humain dans le sens primaire du terme, c'est-à-dire voilà, le côté, le rapport à la nature, le rapport au sacré. Alors chacun a sa culture, chacun a ses croyances, mais au final, ce que ça nous fait à l'intérieur, c'est la même chose. Le rapport à la mer. Et donc, pour moi, c'est en ça que j'aime bien, par exemple, dans le livre, et puis dans le genre de littérature que je lis, quand c'est assez... il y a un côté très concret culturel, quelle que soit la culture, qui fait que moi, déjà, ça me fait voyager. Et en plus de ça, à l'intérieur, je vois les similitudes avec moi, ce que je ressens. C'est un peu ce que j'ai fait à mon humble niveau dans ce roman. Et puis la diplomatie, je laisse les diplomates le faire. Moi, j'écris des livres. Des questions, peut-être? Merci. Moi, ce qui m'intéresse aussi de connaître dans ton parcours, Zeynep, le déclic d'écrire. Tu as parlé de la grand-mère, de la bibliothèque. Mais comment ça a commencé, cette envie d'écrire? Et l'écrit, il vient de manière régulière? Est-ce que tu as besoin d'un certain contexte, d'un environnement, des questions comme ça qui peuvent être, donc, qui fassent partie de l'actualité? Comment ça se passe dans cette continuité d'être écrivaine et le choix des sujets? Merci beaucoup, Cydélis. Et d'ailleurs, je tiens à remercier vraiment l'équipe du consulat parce que vous avez mis des livres à disposition. Je suis accueillie comme une princesse. Donc voilà, merci beaucoup à toute l'équipe pour tout ça. En fait, c'est pulsionnel. Enfin, je pense qu'il y a un côté, d'ailleurs c'est rigolo parce que souvent quand on pose la question à des auteurs, ils répondent souvent quelque chose d'assez proche, mais je pense qu'il y a un côté très... on ne peut pas faire autrement. Et, moi, je ne peux pas faire autrement. Il y a un côté, le rapport au monde, pour que je digère les informations, parfois les choses dures aussi, ça passe par l'écriture. Si je ne le fais pas, en fait, c'est ma seule manière de réussir à dépasser des choses que je trouve très dures. Et c'est vraiment ça, et je pense qu'on écrit beaucoup avec ses obsessions. C'est comme ça aussi que les sujets viennent. C'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui a des résonances dans moi, ce qui m'importe. Et c'est comme ça que je vais choisir un sujet ou pas. Parce que je pense que la littérature, c'est aussi la rencontre d'une sensibilité et du monde. Et moi, ma sensibilité, elle va être... plus aiguisée sur tel ou tel sujet problématique, et du coup après je peux en faire des histoires parce que quelque part ça me touche, et même si j'invente, en fait le lecteur va être touché parce que moi il y a de la sincérité, et donc voilà, et l'écriture c'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel presque. J'en parlais à un ami écrivain il n'y a pas longtemps, et il me disait, et je trouve ça très juste même si ça fait un peu peur, c'est que j'écris pour ne pas être fou. Il m'a dit ça. Et franchement, c'est vrai. Et il a rajouté, par contre, je ne vais pas aller faire une psychanalyse parce que sinon je ne pourrais plus écrire, quoi. Et quelque part, il n'a pas tort, parce que je pense que c'est... Et donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de complètement irrationnel. C'est juste que vraiment, quand j'écris pas... Après, il y a des périodes où je peux passer sans écrire, mais c'est quand même rare quand c'est long. Et quand je le fais pas, je me sens mal. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de... Après, c'est aussi des trajectoires de vie et
des histoires intimes, mais je pense qu'on a tous un moment ou un autre quand on se réfugie dans l'art, parce que c'est aussi une façon d'apprivoiser la réalité, c'est qu'il y a eu quelque chose dans la vie qui a fait que. Alors parfois ça peut être le rapport à l'identité, ça peut être des trajectoires, et du coup il y a quelque chose, un moment, un élément fondateur qui fait qu'à un moment on a besoin d'aller trouver dans l'imaginaire un sens à la vie. Et moi c'est vraiment ça, c'est que moi je trouve, je considère que le sens que je peux donner à pourquoi j'existe, c'est parce que j'écris. En fait, si j'écris pas, ça sert plus à grand. Enfin, il y a vraiment ce truc-là qui est complètement bizarre, et vous inquiétez pas, je suis pas dépressive, mais non, mais il y a vraiment ce truc de si j'écris pas, je suis pas bien, quoi. Et du coup, c'est peut-être un rapport aussi, voilà, à une certaine spiritualité dans l'art, dans le cinéma. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit qu'on est vraiment bizarre, différent, original, et pas du tout, parce que tous les artistes, enfin la plupart c'est vraiment ça, c'est ce côté pulsionnel, quoi. On n'arrive pas à faire autrement. Et moi, par exemple, là, les thèmes du livre, c'était des thèmes qui m'obsédaient, dans le sens où, personnellement, ça me travaillait, parce que c'était j'arrivais pas à trouver de réponse, et je pense qu'on n'en trouve pas. Quand on écrit, on pose plus de questions, mais au moins par le travail littéraire, ça permet en tout cas d'apaiser un peu. Voilà. Et le fait d'avoir mis en histoire tous ces questionnements, ça m'a beaucoup apaisé sur ces questions-là. Maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai plein d'autres obsessions, donc je vais écrire plein d'autres livres, et du coup j'espère que je serai apaisée différemment sur d'autres questions. Mais je pense que c'est vraiment, pour le coup, voilà, j'avais vraiment ce truc, par exemple avec le livre sur comment on peut se sentir quand même pas ramener tout le temps à des origines quand on vit en France, comment au Maroc il y a quand même à la fois une volonté de s'émanciper, à la fois on subit quand même beaucoup certaines choses, et du coup j'étais très énervée, très en colère contre plein de choses, contre tout ça, et le fait de les avoir mis cette colère, enfin le côté colère, ce côté vif dans le livre et l'écriture, je pense qu'elle a ça. Il y a un côté très saccadé, très rythmé, très coup de poing quelque part. C'était peut-être ma séance de boxe, je sais pas, mais en tout cas c'était quand je l'ai fini, j'étais beaucoup plus avec la France et avec le Maroc et avec moi-même, et c'était bien. Voilà. On veut des questions de femmes. Vite fait, le titre, ça se voit, et j'ai vu une petite image en bas. La grenade. C'est la collection Ah, c'est la collection de l'éditeur, mais en même temps. Oui. En même temps, moi j'ai adoré parce que. Voilà. Il y a ça, il y a Grenade en Andalousie. On veut des questions de femmes. Merci. Bravo déjà, je vous félicite pour ce que vous avez fait. J'ai juste une petite question en fait, par rapport à la façon dont vous avez appréhendé l'écriture du livre. Est-ce que vous l'avez écrit à partir de plusieurs endroits différents, donc un peu en France, un peu au Maroc? Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a eu des phases où l'écriture a été particulièrement différente quand vous étiez au Maroc, et puis ça change quand vous êtes en France? Alors, j'aimerais bien savoir, une petite curiosité comme ça. C'est une très bonne question. Je vais poser un peu la même. Non, mais alors pour le coup, le lieu n'a pas du tout d'importance sur l'écriture. C'est assez incroyable, parce que par contre, j'ai vraiment besoin de mettre de la musique
Il y a des gens qui écrivent sans musique. Moi, je peux pas ne pas écrire avec. Enfin, je peux écrire qu'avec la musique, je peux pas écrire sans musique. Et j'ai besoin d'un moment. Et alors, du coup, c'est plutôt que le Maroc ou la France, c'est quel chanteur. C'est quel type de musique. Et par exemple, là, c'était beaucoup de jazz et de rock. Et là, le deuxième livre que je suis en train d'écrire, donc je peux vous en parler, c'est beaucoup mais de rock un peu rock quoi, et pas du tout de jazz par exemple, et un peu de musique marocaine, Gnawa, bizarrement, le deuxième, le premier pas du tout, et il y a eu beaucoup de Jacques Brel aussi et de Goldman dans celui-là, et alors que là le deuxième pas du tout, mais voilà, donc c'est en termes d'atmosphère, c'est la musique. Et ouais, là, le deuxième, c'est très bizarre. C'est Van Morrison et Gnawa. Mais du coup, c'est. Alors, et le premier, je l'ai écrit en Provence, parce que c'était pendant le confinement. Et j'ai passé 3 mois en Provence. Donc, la première version du manuscrit, c'était dans un endroit un peu neutre pour moi, quelque part, parce que c'était ni Paris, ni Casa. Et donc peut-être que quelque part ça a joué de pas être, mais bon, quand même je me rends compte que c'est pas le lieu. L'écriture, c'est comme si on est vraiment à l'intérieur de soi. Et moi je sais que ma façon de rentrer un peu à l'intérieur, c'est la musique. Donc c'est vraiment la musique. Par contre, il faut que je connaisse les chansons par cœur parce que sinon je les écoute et ça va pas du tout, je n'arrive pas à écrire. Donc voilà. Est-ce que je peux Alors en fait, ça ressemble un petit peu à la façon d'écrire des grands réalisateurs. Au Maroc, il y a par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Mohamed aussi, il écrit comme ça. En fait, il se bloque sur une chanson, il va rester pendant des jours ou des semaines sur une seule chanson. Et il disait à l'équipe, il disait, si je change de chanson, je peux avoir un vrai problème à finir la scène. Ah mais bon, je pense que c'est un peu artistique. Ça va, je suis rassurée alors, parce que vous dites que... Je pense. Par contre, je mets des écouteurs parce que sinon les gens qui vivent avec moi, c'est pas facile. Merci. La même chanson. D'autres questions ? Moi, j'ai une question assez basique. C'est pourquoi ne pas l'avoir publié au Maroc et faire après le chemin inverse? Pourquoi ne pas l'avoir publié au Maroc en arabe, puis après faire le cheminement inverse? Non mais vous, non mais certes, d'accord, mais je veux dire, vous aurez très bien quand même pu le publier. Comme là, il va être traduit du français vers l'arabe ou du français vers l'hébreu. Vous n'êtes pas non plus capable d'écrire en hébreu, je pense. Non, ben justement, j'écris en français et pour moi c'est ma langue et la Dalija c'est ma langue, mais je suis écrivain en langue française parce que c'est la langue avec laquelle je ressens les choses. Franchement, je pense que vous n'auriez pas envie de lire un livre que j'écris en arabe parce que je ne serais pas assez fort. Ou en français au Maroc. Ou en français au Maroc. Parce que j'ai décidé de l'écrire en France, parce que c'était important pour moi de publier en France et que j'étais... Après, c'est un choix. Et c'était pas... En vrai, c'était même pas... C'était inconscient, quoi. C'était même pas intentionnel. Je me suis même pas posé la question. Je vis à Paris, ça fait 15 ans que je vis en France. Je me sens autant française que marocaine. Il y a Yassimani qui dit souvent je suis 100% française, 100% marocaine. Pour moi, c'est pas un sujet. Et même, je trouve que c'est... Pardon, mais la question, elle est bien, mais c'est presque dommage de se dire ça parce qu'il y a un côté... ouais, peut-être que c'est mieux. En fait, on s'en fiche. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, mais je veux dire, voilà, non, mais c'est pas contre vous du tout, mais c'est juste qu'on m'a déjà posé la question et en fait, pour moi, c'est ça. Je me suis même pas posé la question parce que pour moi, l'idée c'était de le publier, le bouquin. Et je vis en France, je vis à Paris, je l'ai publié ici et surtout, j'ai eu cette chance de pouvoir être publié à Paris. C'est vraiment juste. Maintenant, voilà, il y aura une traduction en marocain. Peut-être qu'il y aura une coédition pour le prochain, parce que même en termes de prix, quand le livre sort au Maroc, parfois il y a un prix Maroc, parce que tout simplement le pouvoir d'achat n'est pas le même.
Donc voilà, pour le deuxième, je ferai très attention parce que là, le premier, pour le moment, il est un peu cher, je trouve, par rapport à... Mais bon, ils n'avaient pas le choix, après on rentre dans des trucs logistiques. Donc là, il y a normalement la version poche qui sort et qui sera beaucoup plus accessible au Maroc. Mais je me suis même pas posé la question, franchement. Et puis, j'ai même pas envie de me la poser, je vous avoue. Moi, j'avais commencé à fêter votre livre et je me suis arrêtée dans les premières pages et il y a un passage qui m'a marqué, c'est celui du passeport vert. Est-ce que c'est un ressenti que vous avez eu en arrivant en France? Parce que moi, je l'ai déjà eu en allant au Maroc, au sens inverse. Ouais, alors le passeport vert, c'est un moment dans le roman, il y a une scène où Kenza, donc, qui est de culture complètement, très culture française, etc., est marocaine, et du coup, elle doit refaire son visa et elle goûte aux joies de la préfecture française et de l'accueil des étrangers. Donc, bon. Et à un autre moment, voilà, elle est à l'aéroport et elle est dans la file des passeports non européens. Et aussi, la réaction des personnes à la frontière n'est pas la même. Souvent, malheureusement, il y a vraiment un sujet sur l'accueil des étrangers en France par rapport à ça. Et oui, effectivement, ce truc-là, je me suis inspirée parce que moi, j'ai eu ma nationalité française il y a quelques années. Et je l'ai demandé, j'en avais envie, parce que pour moi, j'ai les deux cultures depuis longtemps. Et en fait, ça m'avait beaucoup choqué, pas marqué, mais choqué, comment il y a eu un changement de ton et un changement de rapport à l'autre. Mon passeport vert et mon passeport rouge, je suis pas la même personne, on dirait, ici. Alors que je suis exactement la même personne. Enfin, en plus, ce qui était fou, c'est que j'ai dû prendre l'avion à 3 semaines d'intervalle, quoi. Et c'était pas la même, quoi. Et ça m'a énormément choquée parce que je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment ancré, quoi. Il y a un côté. Et du coup, j'ai commencé à faire attention. J'ai commencé à faire attention dans les aéroports, comment même les personnes parfois, même inconsciemment, vont réagir quand tu as un passeport européen, que tu es marocain, tu vas peut-être plus le mettre en avant. Quand tu as un passeport vert, parfois, c'est hyper étrange. Je vous invite à regarder parfois dans les aéroports comment c'est les réactions, mais il y a quelque chose de l'ordre Et du coup, je trouvais ça très intéressant de pousser le truc dans une scène, et comment, en fait, elle, qui, dans le roman, en fait, et je vous spoile rien, enfin, je raconte pas l'histoire parce que c'est vraiment le premier chapitre, elle est obligée de quitter la France parce que, justement, elle n'a pas la nationalité française et elle se fait virer parce qu'il y a eu cette circulaire qui fait qu'elle doit rentrer au Maroc obligatoirement. Et donc, elle tient ce passeport vert dans sa main et elle dit que quand elle était jeune, sa couleur préférée c'était le vert. Et que maintenant, avec son passeport dans les mains, couleur verte, elle a envie de pleurer parce que c'est pas à cause du passeport, c'est évidemment plein de choses, mais voilà, ça symbolise finalement le fait qu'elle soit obligée de quitter sa vie. Et comment elle se faisait mal accueillir parce que sous prétexte que... Et c'était ça aussi qui était intéressant, c'est de montrer, parce qu'on a souvent tendance à voir l'immigration comme si c'était forcément des personnes qui maîtrisaient pas ni la langue ni la culture, qui venaient pour... Et alors c'était pour moi intéressant de montrer un personnage qui avait tous les codes de la culture française, du pays, etc., qui maîtrisaient leur langue sur le bout des doigts, qui maîtrisaient la culture, et qui en fait se fait virer, tout simplement parce qu'elle rentre dans une case où on considère que c'est impossible en fait de faire partie de cette société. Donc voilà, c'était pour moi c'était intéressant, et c'était aussi effectivement je me suis inspirée de plus d'une réflexion personnelle, parce que vraiment ça m'avait marqué mon ressenti de comment j'étais pas accueillie de la même manière
Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a un très beau livre qui s'appelle Americana, que je vous conseille, qui est très beau, de Ngozi Adichie, qui est une écrivaine maintenant qui vit aux États-Unis, qui est aussi nigérienne. Et en fait, elle disait ça. À un moment, elle a été invitée au consulat français, au service culturel en fait de l'ambassade qui sont au consulat à New York, et pour parler de son bouquin. Qui est en fait sur le rapport aux États-Unis, le rapport aux personnes noires. Et en fait, comment on considère tout de suite que les personnes noires font partie du bas de l'échelle sociale aux États-Unis, alors qu'elle, en fait, elle venait d'une famille très lettrée, elle a été boursière, elle allait dans les plus grandes écoles aux États-Unis. Donc voilà, il y avait ce côté de déclassement intéressant. Et en fait, elle parlait de ça, et à un moment, elle parlait de son rapport à la France. Et elle a eu exactement le même discours sur son passeport. Et elle disait que parfois, quand elle venait en France, elle utilisait son passeport américain et parfois elle utilisait son passeport du Nigeria. Et elle n'avait pas le même accueil. Et qu'elle trouvait ça incroyable, parce que bon, ils ne la reconnaissent pas ici, enfin, c'est pas un écrivain qu'on connaît forcément en France. Et elle se disait, c'est fou, mais l'accueil qu'on fait quand je donne mon passeport du Nigeria et l'accueil qu'on me fait quand. C'est le jour et la nuit, alors je suis la même personne. Et je trouvais que c'était assez fou. Après, on rentre dans l'imaginaire collectif des pays du Nord, des pays du Sud. Non, c'est plus un côté immigration choisie, subie. Une sorte de puissance aussi, les relations internationales. Enfin voilà, après on rentre dans l'imaginaire géopolitique. Mais c'est hyper intéressant parce que ça touche tellement les vies humaines qui subissent en fait cet imaginaire politique. Parce que, et à un moment Kenza le dit, elle dit, elle est obligée de partir et elle dit mais c'est quoi la solution? Est-ce que la solution c'est le mariage? Juste pour les papiers, est-ce que et j'ai pas envie de le faire, est-ce que la solution c'est. Et elle dit voilà, les administrations c'est des monstres froids, ça c'est Camus qui le dit, des monstres de papier, des monstres froids qui n'ont pas accès à la chaleur humaine, à l'intimité, et ils s'en fichent en fait que tu laisses ta vie, ton amour, tes amis, et que tu dois partir du jour au lendemain. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'avait beaucoup intéressée, parce que, alors, l'idée du roman, il y a eu plein d'idées pourquoi j'ai commencé à l'écrire, mais une des idées, c'est qu'il y a quelques années, je venais d'arriver en France, ça faisait 2 ans, j'étais encore en licence, et c'était l'année, justement, de cette circulaire Guéant. Et j'étais avec des amis, dont une américaine, en plus, pas du tout une marocaine, qui pleurait un soir. Je connaissais pas du tout, je la connaissais pas, je venais d'arriver, on était avec des amis et je voyais quelqu'un qui pleurait. Donc forcément c'est un peu traumatisant et là je me dis mais qu'est-ce qu'elle a? Et en fait elle nous expliquait que cette circulaire Guéant avait mis fin à son visa alors qu'elle était américaine. Donc justement dans l'imaginaire collectif il y a un peu un côté bon, on va pas mettre dehors des Américains et en fait elle était obligée soit de se marier avec donc, son compagnon de l'époque qui était français, soit de partir, et elle avait 1 semaine pour quitter le territoire. Et elle expliquait comment c'était une déflagration, parce que ça faisait 5-6 ans qu'elle était là, que pour elle, c'était sa vie, quoi. Et qu'il y avait vraiment ce sujet de soit se soumettre et de subir un peu ce côté, demander à quelqu'un de se marier pour les papiers, soit partir et tout quitter. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup travaillé, et du coup, j'avais beaucoup lu dessus, et je me suis rendu compte que en fait, cette circulaire, c'était quand même très pour les Maghrébins. D'abord, après, elle, c'était... malheureusement, elle a été au mauvais endroit au mauvais moment, parce que c'était pas du tout par rapport aux Américains. Et donc, je me suis dit, mais comment tu fais quand tu es obligé, tu vis dans un pays que tu aimes, etc., et comment tu fais quand ce pays te dit du jour au lendemain, on ne veut plus de toi, pas pour ta personne, mais pour ce que tu représentes à un point de vue macro, à un point de vue
géopolitique. Et j'ai trouvé ça hyper violent d'un point de vue intime. Et c'est ça qui a donné l'idée du personnage de Kenza qui doit quitter la France et du coup je voulais imaginer tout ce qu'elle ressent. Et qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est obligé de rentrer. Alors qu'à l'inverse, il y a un personnage qui s'appelle Mamoun qui lui a décidé, après 5 ans à Polytechnique, de rentrer au Maroc et d'œuvrer pour son pays. Et du coup, lui, il avait la démarche presque opposée, c'est-à-dire qu'il voulait rentrer. Et donc c'est totalement différent. Et c'est pas une question de Maroc ou pas, c'est une question de qu'est-ce que tu fais quand tu subis une décision qui change ta vie. Voilà. C'était. Moi, je vais parler juste par rapport à l'histoire des passeports et les aéroports, si vous me permettez. C'est en dehors de l'histoire du livre. Ça fait 32 ans que je suis ici, en France. J'ai travaillé toujours, je n'ai pas un jour de chômage. Je suis chef d'entreprise, un ancien footballeur. J'ai voyagé partout au monde avec le passeport vert. Et je peux vous dire ce que vous dites. Il y en a plein d'autres qui le disent. Je n'ai jamais vécu. Vous savez pourquoi? Parce que je porte le passeport vert dans mon cœur. Quand je passe, ça se voit. Je suis rayonnant. Mes enfants, ils ont la santé française. Mais on parle avec les passeports verts. Les douaniers, ils me font passer des fois devant le passeport rouge. Et aujourd'hui au Maroc, quand vous avez le passeport rouge, vous allez passer de l'autre côté. Bah ça, c'est vrai que j'ai vu. Vous avez vu? Moi, j'étais avec Robert, que monsieur le conseiller le connaît. J'ai attendu 20 minutes. Il avait le passeport rouge. Il y avait un passage pour le passeport vert. Tout simplement ce que je voulais vous dire. Le passeport vert, c'est pas quelque chose qui est inférieur à notre passeport. Tout simplement, la personne, est-ce qu'il est en situation régulière ou pas régulière, ça n'a rien à voir avec c'est la personne. Moi, quand je me suis présenté... C'est le ressenti, en fait, c'est personnel. Après, des fois, si tu portes le passeport vert dans ton cœur, il y a 20 personnes avec le passeport rouge, mais ils sont marocains comme toi. Tu n'es pas inférieur à eux. Tu dois être fier. Il faut montrer cette fierté. Et moi, je dis, c'est bien, le passeport rouge, le passeport vert. Moi, mes enfants, non. Donc, je ne suis pas contre. Mais par contre, quand vous voyagez et vous avez le passeport vert, soyez fiers. Et donc là, vous verrez en face. Ça peut être un douanier français ou suisse ou n'importe. Je vous promets le nombre de fois, j'ai le sourire. Et j'ai même des fois un discours avec le douanier. Voilà. Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est plutôt comment parfois les personnes en face vont obliger en termes de loi, d'obligation, des personnes, c'est ça que je montre avec le personnage de Kenza, à quitter un territoire tout simplement parce qu'elle n'a pas le bon passeport alors qu'elle travaille, elle a sa vie, etc. C'était plus ça. Mais je suis totalement d'accord et c'est très bien, on est fiers d'être Voilà, merci tout simplement, je voulais m'arrêter là. C'est un sentiment dans les deux sens, vous savez, quand on est un Marocain et on est fier de l'être à l'étranger, même quand on va dans notre pays et on parle d'Elisa, parfois si on présente le passeport rouge, on ne se sent pas forcément marocain et vice-versa. Avec le passeport vert, ici en Europe, que ce soit en Italie, au Maroc ou en Espagne, on a le même aperçu. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai assisté à une scène. Il y a un jeune homme, il devait avoir la trentaine. Bah, ça se voit, il est marocain. Il avait le passeport rouge. Et le monsieur, le douanier, lui a demandé la carte nationale. Il dit, j'ai pas de carte nationale, je suis français. Il dit, Allah hamdouh, il dit, attendez la carte nationale. Voilà, là, je suis français. Le français, oui, c'est un chef tu vois, c'est aussi l'individu. Comment tu vas présenter? Moi, je pense qu'on doit bien se présenter dans n'importe quel pays. Dans notre pays, dans le pays des autres, tout simplement. Merci. Alors, bien sûr, le juif errant va vous parler un peu de passeport. Alors, deux petites anecdotes qui... je ne suis pas un homme de paperasse. Et ma carte de séjour, je ne l'avais pas renouvelée pendant 2-3 ans. Et j'arrive chez ce monstre froid de la préfecture. Et je veux enfin régulariser ma situation.
Et la bonne Alsacien me dit, oh monsieur Attias, mais vous savez, vous risquez l'expulsion. Je lui dis, oh vous savez, ça fait 2000 ans que les valises sont devant la porte. Elle était blême, la pauvre. Mais moi, je n'ai ni passeport bleu, ni rouge. Ils sont tous noirs. Pourquoi? Parce que j'ai un faible pour le cuir. Et donc, j'aime bien les mettre sous cuir. Et expérience absolument authentique. J'arrive à Paris, à Charles de Gaulle. Et donc, j'ai les 3 passeports. Je donne le passeport marocain et la bonne dame me dit, vous avez un visa? Je lui dis, pas du tout. Elle me regarde des nerfs de fou. Je dis, non madame, je n'ai pas de visa. Mais alors, mais monsieur, comment vous osez entrer dans ce territoire, sur ce territoire? Et là, je lui sors le passeport israélien et je lui donne. Elle me dit, oui, vous n'avez pas besoin de visa, mais vous ne pourrez être là que pour 3 mois. Je lui dis, certainement pas, j'habite ici. Mais monsieur, vous n'avez pas de carte de séjour. Je lui dis, écoutez madame, si ça peut vous rassurer, je lui sors le passeport français. Et là, la pauvre femme, elle ne savait plus où elle habitait. Et je pense que cette expérience du juif errant rend malade de sédentaire. Et donc, l'étranger rend l'autre étrange. Voilà. C'est le passeport qui a pris le plus de temps de votre... c'est important. J'ai voyagé beaucoup. Et j'ai été surpris à 2 reprises. Une fois au Maroc et une fois au Koweït. Au Koweït, je donne bien sûr mon passeport français. Et j'ai rempli la feuille, bien sûr, de douanière. Et à la fin, il me demande de quelle origine. Je dis, mais c'est pas écrit dans votre formulaire. Donc, quoi ça vous regarde? Il me regarde, mais je me suis dit, tiens, ça doit être le retour. Il met le tampon, le visa, parce que j'ai acheté les timbres, c'est autour de 10 €. Il termine et il me donne mon passeport français avec le visa. Je sors le passeport marocain, je dis, le voilà, je suis fier d'être un Marocain, mais avec ce passeport-là, normalement, avec celui-là, je devrais faire tous les pays musulmans, tous les pays arabes. Mais malheureusement, la politique nous a empêchés de faire ça, d'être fier avec son passeport. Je suis fier d'être français aussi, le voilà, passeport français. Et tout d'un coup, son responsable, le commissaire de douane, m'appelle. Monsieur Choukri, je vous félicite pour la réponse. Il m'a mis un numéro dans le passeport. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous venez au Koweït, vous êtes le bienvenu, vous passez par la porte des officiels. Et je suis rentré à chaque fois avec ma femme, avec mes amis. On rentre tous, après le visa, on rentre par la porte des officiels. Alors, passeport rouge. Le passeport rouge, j'étais invité par Sa Majesté pour Eid al-Hajj. Et je rentre au Maroc, on est dans un cadre officiel. J'arrive à la douane, je donne mon passeport français. Et le douanier me dit, vous n'avez pas sorti la voiture. Alors que je n'ai jamais eu de voiture. Il y avait une file, vraiment une vingtaine de personnes. Je dis, non, mais je ne sais pas rentrer avec une voiture. Il me dit, allez-y voir, sortez la voiture d'abord. Et je dis, je vais où? Il m'a envoyé chez le responsable, commissaire de douane. J'arrive chez le commissaire de douane, il y avait 2 personnes. Je m'adresse à lui, écoutez, on m'a dit que j'ai une voiture, alors que je ne suis pas rentré en voiture depuis longtemps. C'est une Ferrari, maintenant? Oui, attendez-moi, maintenant on laisse que la voiture. Il regarde, il me dit, mais ça va pas, non? Je dis, bon, c'est votre fonctionnaire qui dit ça. Il m'a écrit un petit mot. J'arrive chez le douanier, il sort et me dit d'aller là-bas. J'ai dit, ça, je vous le jure que vous ne quittez pas votre kiosque là. Soit vous mettez le tampon de la douane, soit vous ne sortez pas. Alors, bien sûr, j'ai utilisé les moyens qu'il fallait.
Et après, c'est le commissaire de douane, il est venu. Il m'a dit, vous êtes ni le premier, ni le dernier. Celui qui donnait le passeport français, il était le malvenu, hein, pas le bienvenu chez lui, parce qu'il n'aimait pas les passeports rouges. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on a un passeport vert qu'on passe, et avec un passeport rouge qu'on passe. Non, ça dépend de la personne qui vient en face de vous. Et je crois que nous sommes quand même fiers de porter ce passeport vert, ainsi que le passeport rouge. On ne peut pas rentrer dans la politique, c'est comme ça malheureusement. Et juste une question, parce que j'ai 43 ans en France, j'ai vécu 15 années seulement au Maroc, maintenant 43 ans en France. Là, on se sent étranger. Et là-bas, c'est pareil. Il faut écrire. Voilà. Non, mais c'est la vérité. Là-bas, les gens, les gens nous considèrent comme des étrangers. Ici, après 43 ans, j'ai exercé de hautes fonctions en France, mais nous sommes toujours des étrangers. Est-ce qu'il y a moyen de créer quelque chose? Vous rejoignez la patrie des écrivains. Non, mais bien sûr. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question par rapport. Vous parlez des libertés individuelles dans votre livre. Vous avez un idéal de liberté, certainement. Est-ce que. Ma question, c'est. Voilà, au Maroc, on sait. Les femmes ont tous des visions différentes, elles écoutent tous. Voilà, une musique qui est différente, peut-être pas la française. Et elles aiment bien lire peut-être l'arabe et pas le français. Ma question, est-ce que c'est. À mon avis, les femmes qui ne rentrent pas dans vos critères de liberté ou de critères de peut-être femmes occidentalisées sont privées de liberté? Merci, c'est une question intéressante. Ce que je disais, c'était que dans le roman, il n'y a pas de jugement. Moi, je montre la réalité comme elle est. Je veux votre avis. Hein. Oui, bien sûr. Après, personnellement, effectivement, j'ai un idéal de liberté, mais ce qui est bien avec la liberté, c'est qu'elle n'est pas imposée. C'est que c'est pas. Moi, je donne pas. Justement, la liberté permet à chacun de faire ce qu'il veut. Si on a une liberté, par exemple, de s'habiller comme on veut, et ben, il y en a qui vont mettre le voile et il y en a qui vont mettre un bikini. Et moi, je m'en fiche en fait pour mettre le voile ou un bikini. Quand on a la liberté de se raser ou pas, il y en a qui, comme vous, vont très bien porter le bouc, et puis il y en a qui vont se raser totalement, et après, c'est pas à moi de dire est-ce que je préfère le bouc ou je préfère qu'on soit très bien rasé. Donc pour moi, justement, la liberté, c'est un fondamental, c'est quelque chose qui permet à chacun de faire ce qu'il veut, de lire en arabe ou lire en français, d'écouter de la musique shabi ou d'écouter... et c'est juste une condition de vivre ensemble, en fait. Parce que si on n'est pas libre de s'exprimer, c'est qu'on subit le choix de l'autre. Et donc, dans votre question, il y a la réponse. C'est que pour moi, c'est d'abord la liberté pour qu'ensuite chacun puisse faire ce qu'il veut. Et ce qui me gêne, effectivement, et pas la seule à le dire, il y a un collectif qui s'appelle justement Moroccan Outlaws, il y a plein d'écrivains, il y a je vous dis même des élus, des politiques, etc., des artistes qui en parlent, c'est justement ne plus avoir à subir un point de vue. C'est comme si moi demain, voilà, je disais, bon ben on a décidé qu'au Maroc, tout le monde s'habillait en rouge. Voilà. Et en fait, il y en a qui vont préférer le bleu. Et je dis ça, c'est très basique comme exemple, mais c'est pour vous montrer que c'est aussi absurde que de dire à quelqu'un tu t'habilles comme ça, tu t'habilles pas comme ça. Ce qui n'est pas le cas au Maroc, mais il y a d'autres choses. C'est par exemple un des grands sujets, des grands thèmes qui sont très importants dans le roman, c'est le droit à l'avortement. Oui, je milite pour le droit à l'avortement pour les femmes, mais c'est pas. J'ai eu ça, c'était rigolo. Quand j'étais
pendant mon voyage au Maroc, donc j'étais un moment à Casablanca et il y avait un monsieur qui a pris la parole et qui a dit vous vous rendez compte, j'ai beaucoup aimé votre livre, c'est pas la question. Bon, bah, déjà merci. Et après il me dit oui mais ok, moi je suis d'accord avec tout ça et donner le droit à l'avortement, d'accord. Mais c'est quoi la société que vous proposez? Ça veut dire quoi? Que vous voulez faire comme l'Occident? Alors déjà ça partait mal, mais comme l'Occident et qui est 80% de divorce. Et donc il mélangeait quoi? Il mélangeait le droit à l'avortement, l'émancipation sexuelle et le fait qu'il y ait dans sa tête ce qu'il appelait le divorce, etc. C'est une société qu'il considère comme une mauvaise société. Alors déjà, il y a énormément de divorces au Maroc aussi. Donc et puis au-delà de ça, quand on milite pour le droit à l'avortement, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire qu'il faut que tout le monde couche avant le mariage. Enfin, ça veut juste dire qu'actuellement, au Maroc, il y a 1000 bébés dans les poubelles par jour. Il y a des avortements clandestins qui se passent tous les jours. Et ça veut simplement dire ce qui se passe. Ça se passe, il y a des gens qui meurent. Souvent, c'est des femmes, parce qu'un homme, par définition, ne porte pas l'enfant. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme les yeux et on se dit « Ah, mais ceux qui militent pour l'avortement, en fait, ils veulent que les mœurs soient complètement... » Ou bien on dit juste en fait, ces avortements-là, ils vont être pris en charge par des vrais médecins. Et du coup, voilà. Donc, c'est en ça que je dis que militer pour la liberté, pour moi, c'est simplement la base de chacun fait ce qu'il veut. Après, s'il y en a qui veulent rester vierges jusqu'au mariage, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'était ça ma question. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment pas de sujet là-dessus. Après, c'est simplement et c'est arrêter une certaine hypocrisie parce que quand on voit le code pénal marocain, donc les relations sexuelles sont punies hors mariage et on n'a pas le droit d'avorter. Et du coup, ce qui est assez fou, c'est que bon, déjà, beaucoup de gens ne respectent pas la loi, hein, je ne vais pas vous apprendre ça. Et puis au-delà de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les femmes, c'est chez les femmes que ça se voit. Parce que quand il se passe ce qui se passe, qu'une femme est enceinte hors mariage, et ben qu'est-ce qui se passe? Déjà, parfois, elle a été violée. Et puis, parce que la rue n'appartient pas aux femmes, mais ça, c'est la réalité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est doublement punie. Parce que ça veut dire qu'on voit qu'elle est enceinte, donc il s'est passé quelque chose. Et donc, elle est punie parce qu'elle a eu une relation sexuelle en mariage, et elle est punie parce qu'elle a un bébé, si elle se fait avorter, c'est problématique. En plus, comment elle va élever un bébé toute seule, une mère célibataire, c'est la fin du monde dans la plupart des familles au Maroc. Donc voilà, c'était juste... Plus on a de liberté, moins on a de situations schizophréniques et plus on permet à ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent de faire ce qu'ils veulent. Après, ça ne peut pas aller sans éducation. Parce que souvent, on va mélanger la morale, la religion, ces libertés et on va se considérer que si on légalise l'avortement, ça veut dire qu'on va aller vers une société où tout le monde fait n'importe quoi. Mais merci pour votre question parce qu'elle est fondamentale parce que parfois il y a des mix. Et alors c'était marrant, c'est que ce monsieur qui m'a posé la question, du coup on en a parlé, etc. Et 10 jours après, je reviens à Casa, dans une autre librairie, il vient. Et ce qui était trop mignon, c'est qu'il achète 5 livres, qu'il offre, il m'a dit « Ah après ce que vous m'avez dit, en fait ça va, vous avez raison. » Je dis « Mais c'est pas une question d'avoir raison. » Non, mais ce que je veux dire c'est que oui, en fait ça veut pas dire avoir une société complètement dévoyée. Je l'offre à ma fille alors. Et... très bien. J'ai pas lu le livre, en tout cas vous me donnez envie de le lire, donc ça c'est déjà très important. Moi j'ai juste une question sur, vous êtes présentée au début comme une écrivaine engagée. Quelle est la limite pour vous entre l'engagement, liberté et droit?
On va faire un grand oral. Parce que c'est à quel degré d'engagement, jusqu'où il peut aller, et pourquoi œuvrer sur des libertés de certains, justement, et des droits de certains aussi. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Quand on fait une œuvre, il y en a qui vont. Il y a eu des écrits, même par le passé, ultra communistes, par exemple. Enfin, voilà. Et puis, la difficulté, quand on s'engage au point de donner vraiment un point de vue fort, c'est que si on change d'avis, les écrits restent, et qu'après, on peut. Donc, mais. Moi, ma vision de l'engagement, c'est plus un engagement sur les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits fondamentaux. Et justement, un engagement pour la liberté. C'est-à-dire, et le droit doit changer, je trouve, avec l'évolution de la société, et puis être plus à même d'apporter les droits fondamentaux. Pour les femmes, l'égalité femmes-hommes. Le droit à l'avortement, pour moi, c'est un droit fondamental à être maître de son corps. On imaginait, moi je suis certaine que si c'était les hommes qui portaient les enfants, le droit d'avortement, on l'aurait comme on va chercher, retirer de l'argent dans un compte bancaire, quoi. Enfin, ça prendrait 5 minutes, on n'en parlerait pas plus que ça. Et il se trouve que c'est les femmes, c'est plus compliqué. Et puis de toute façon, c'est pas quelque chose qui est purement marocain. On voit avec les États-Unis ce qui s'est passé là, où il y a un retour à un fondamentalisme qui fait que, en fait, le droit des femmes, c'est souvent quelque chose qui est dans des sociétés totalitaires parfois, ou qui reviennent à certaines valeurs traditionnelles. C'est un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent Godet, je crois. C'est Laurent Godet qui s'appelle. Il a dit il y a 2 semaines, dans une interview, quand on a des sociétés qui reviennent à certaines valeurs fondamentalistes, ou des sociétés qui n'ont pas encore accédé à une liberté en termes de droits fondamentaux, ces sociétés-là, souvent ce qui se passe, c'est que on censure les livres et les femmes, et le droit des femmes. Et c'est très vrai. Et il parlait de Salman Rushdie, qui malheureusement s'est fait poignarder. Et en fait, c'est vrai, et quelle que soit la religion, et c'est pas une question de religion, c'est une question de fondamentalement ce qui fait peur aux hommes. Et c'est quoi? C'est les livres et les femmes. Parce qu'il y a tout un imaginaire. Les livres sont des véhicules de liberté, et les femmes sont celles qui portent la vie, et du coup le mystère par excellence. Donc on essaye de les emprisonner. Et j'ai trouvé que cette phrase était magnifique, parce que c'est très vrai, quelle que soit la société et quel que soit le temps ou l'époque. Et pour moi, pour moi, la limite que je fais très personnellement à une écriture engagée, c'est moi je m'engage sur des libertés fondamentales qu'on ne peut pas réfuter. Pour parler de Kant tout à l'heure, c'est un côté liberté du corps, liberté de l'enfant, et donc voilà, et c'est un peu des thèmes qui m'importent. Après, mon écriture elle est engagée aussi parce que c'est le genre de littérature que j'aime bien. Peut-être que je ferai aussi des livres où c'est pas du tout politique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire en rapport avec la police, la cité, mais là j'avais besoin d'écrire ça. Merci Rémi d'abord pour ce super ping-pong. Merci beaucoup à vous, merci ici Delis. Je suis contente qu'il y ait autant de monde comme ça un jeudi à 18h, ça me touche.